tu m'as envoyé. Donc, le mariage de Figaro. Ok, Ok. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu l'as déjà travaillé en classe? oui. Nickel. Alors, le mariage de Figaro, je m'organise, je mets le texte devant moi. Ok, nickel. Alors, est-ce que déjà tu peux essayer de m'introduire brièvement l'œuvre? Enfin, l'œuvre au complet, le mariage de Figaro. Non, je ne saurais pas par contre. Ok, vous l'avez pas fait en classe? Non. Ok. Alors, nickel. Est-ce que tu sais la période à peu près? Quand on sait pas, quand on connaît pas une œuvre, très souvent on fait la période, enfin on regarde la date et on essaye de déduire en fonction. Donc je te laisse regarder la date. 1784, du coup, oui. Donc à peu près la Révolution. Ok, d'un point de vue littéraire, on se situe où à peu près? Qu'est-ce qui se fait à l'époque? Je sais pas. Ok, on est sur quoi comme œuvre? Mariage de Figaro. C'est une pièce de théâtre? Voilà, le genre littéraire, c'est ça, c'est tout simplement une pièce de théâtre. Ok, donc on a deux informations essentielles pour comprendre où on est. On est sur une pièce de théâtre qui a été écrite du coup au XVIIIe siècle. Bon, alors là, on est censé, en fonction de nos connaissances quant à l'histoire littéraire, comprendre un petit peu ce qui se passe. Théâtre du XVIIIe siècle, on est tout doucement en train de rompre avec le classicisme. Est-ce que tu vois ce que c'est un petit peu le classicisme? Oui, un petit peu. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est le classicisme au niveau du théâtre? Est-ce que tu as des œuvres du classicisme que tu connais? Des œuvres de théâtre? Qu'est-ce que tu connais comme dramaturge de cette époque? Non, non, je sais pas. On a par exemple, du coup, pour les grands dramaturges du classicisme, on a nos trois figures emblématiques, là, toujours étudiées au lycée. On a Corneille, Racine, Molière. Donc Ah ça, bon, Molière? Parce que je pensais à Molière, mais c'était pas. Non, bah peut-être que je me trompe avec quelqu'un. alors Molière, c'est tout ce qui va être théâtre classique du XVIIe. Il va faire Ah des... oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, c'était un peu trop loin dans l'histoire, mais en fait, c'est tout. D'accord, ok. Ouais, on a l'impression que c'est loin, mais oui, en soi, c'est loin. Plusieurs siècles, c'est quand même loin. Mais ouais, du coup, on a Molière, tout ça, c'est du théâtre classique. Du théâtre classique qui respecte les règles classiques, à savoir vraisemblance, bienséance, trois unités. Quand je te dis règles, tu es censé penser à quelque chose de très, très rigide. Écrit en alexandrin, plein de règles à respecter, c'est vraiment hyper rigide, le théâtre classique. Et ça va notamment tourner autour de tout ce qui va être la comédie et la tragédie. Bon. Ok, Et là, du coup, je te dis, nous, on est dans le siècle après, on est au 18e, même fin du 18e siècle, et on est en train de rompre avec toutes ces règles-là, on est en train de rompre avec le classicisme pour faire quelque chose de beaucoup plus libre. D'accord? ok. Donc ici, ça se voit au niveau de la structure. On va pas être sur des vers. Bon, en tout cas, le mariage de Figaro, on est sur quel registre? Ça aussi, tu peux le voir sans même connaître l'œuvre, juste avec l'extrait. C'est-à-dire le registre pathétique, lyrique, Ouais, c'est ça. c'est. Voilà. Hein? C'est bah, du comique. Ouais, c'est du comique, c'est une comédie en cinq actes. Du coup, l'auteur c'est écrit dessus. On est sur Beaumarchais, etc. Bon, ok. C'est une œuvre emblématique du théâtre du XVIIIe siècle, etc. C'est la suite du Barbier de Séville et elle va du coup mettre en scène Figaro. Mhm. Ça te rappelle quelque chose? Donc ça, Figaro, Oui. c'est un valet, donc un domestique qui va tenter d'épouser Suzanne. Ok. Voilà, il y aura les manigances du comte Almaviva, etc. Bon, en tout cas, ça s'inscrit dans un contexte comique, mais surtout au niveau de la période. Tu m'as dit, on est juste avant la Révolution.
Oui. Ouais. Du coup, le contexte, c'est le contexte des Lumières, donc qui est un mouvement intellectuel prônant la liberté, l'égalité et qui va notamment critiquer les privilèges. Et c'est ce qu'on va retrouver dans le mariage de Figaro. La critique des privilèges, la critique des injustices sociales, et ici, ça va être le but de Beaumarchais. Donc, il va dénoncer injustice sociale, privilèges, abus de pouvoir, donc notamment de l'aristocratie. Il y aura aussi un petit peu d'inégalité entre les sexes, la censure royale, etc. Bon, en tout cas, tout ça, ce sont des thèmes liés au contexte historique et littéraire qu'on va retrouver dans cette œuvre-ci, Le mariage de Figaro. Ok. Donc c'est une comédie, certes, mais une comédie mêlée de critiques sociales qui va un petit peu dénoncer les mentalités de son époque. Et qui va dénoncer ces mentalités-là, mais qui va annoncer les idées révolutionnaires, voilà, Mhm. qui éclateront plus tard avec la Révolution française, qui sont Ok. le contexte des Lumières. Est-ce que déjà l'œuvre te paraît beaucoup plus éclairée comme ça? Oui. Bon, bah, c'est tout bon pour moi alors, je suis contente. Donc là, ce qu'on va faire, l'objectif, ça serait qu'on trouve ensemble problématique mouvement, qu'on commence un petit peu à analyser, et ensuite je t'ai dit qu'on allait, enfin j'allais un petit peu te faire passer à l'oral, t'écouter sur une dizaine de minutes, etc. Alors, je te laisse relire le texte, du coup, qui est juste ici. Enfin, je te le projette normalement, mais c'est pas top non plus. Si t'as la feuille, ça peut être mieux pour toi. Mhm. Du coup, là, juste on lit. Oui, je te laisse lire le texte, comme ça on pourra parler ensemble des enjeux. Tout ce que je viens de te dire par rapport au contexte, essaye de le visualiser déjà dans l'extrait.
C'est bon. Très bien. Du coup, quels sont les enjeux ici là de l'extrait? Qu'est-ce que tu as remarqué? Que, il y a, bah, il y a des disputes. Enfin, Ouais, il il y a y des... a une personne qui parle d'une jeunesse qui est déplorable, qui fait référence à avant, on n'avait pas le droit de faire d'enfants avant de se marier. Hmm. Ok. Alors ici, c'est vrai que on est sur un discours assez féministe, donc on est sur du féminisme avant l'heure. Et en effet, il y a un personnage qui dénonce la domination masculine et l'injustice sociale qui pèse sur les femmes. Quel est ce personnage? C'est quoi son prénom? Euh, qui c'est qui quoi? J'ai Qui c'est pas- qui prône un petit peu ce discours assez féministe là? Ah, Figaro? C'est Marceline, Ah, bah d'accord, oui. homme Si, plus bah qu'ingrat, euh, pour l'homme, c'est mépris. l'homme qui prône ses valeurs, c'est Figaro, et la femme, c'est Marceline, oui. Hmm. Ensuite, on a une critique de l'ordre établi. Donc ici, Beaumarchais, il attaque un petit peu les privilèges et l'hypocrisie des hommes de pouvoir. Ok? Ok, Sinon, il y a tout un plaidoyer en faveur de la femme. Très bien. Ok, donc finalement, Marceline, elle va réclamer une reconnaissance de la dignité et des droits de la femme. Voilà. ok, Donc, il y a un petit début autour de tout ce qui va être égalité des sexes. Est-ce que ok. tout ça, c'est OK pour toi? Oui, Très bien. Donc ici, on est vraiment sur de la comédie. On va le voir plus particulièrement en analysant, mais on est sur du théâtre assez libre aussi, on respecte plus les règles classiques, mais il y a vraiment toute une dénonciation de la société, mais il y a aussi quelque chose d'assez innovant. On fait pas seulement une critique de ce qui a été fait dans le passé, mais on commence un petit peu à inclure des choses qu'on retrouve dans notre présent. Ok, très ok, bien, donc ça je vais te le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? Enjeu du texte. Alors, toujours quand tu
quand tu fais tes analyses, commence exactement comme ça. Commence par te poser des questions quant au contexte historique et littéraire. C'est hyper important. Tu regardes la date, tu regardes la personne qui a écrit, etc., le dramaturge, et tu essayes un petit peu de voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'époque, de ce qui se faisait en littérature. Et ensuite, tu vas tout simplement relire ton texte et tu verras qu'il y a plein de choses du coup qui vont être mises en lumière et qui seront beaucoup plus faciles à comprendre. Parce que si on n'étudie pas un texte dans son contexte, ça peut être vraiment très problématique. Là, par exemple, si tu prends le texte et que tu le lis avec un regard de notre époque, bah, il est assez incompréhensible. Tu ne vas pas comprendre toute la critique qui sera cachée derrière. Alors que si tu regardes par rapport à ce qui se faisait à l'époque et à ce qu'on attendait de la littérature, tu vois qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Ok. Voilà. Je vais me concentrer sur ce que j'écris en faveur des femmes. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu viens tout simplement écrire les enjeux du texte. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce texte? Quel est le message de l'auteur? Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que ça va nous servir à faire la problématique. Ok. Donc là, hop. Okay. Là, j'ai marqué tous mes enjeux, donc je connais maintenant la portée du texte, là où l'auteur veut m'emmener. Bien évidemment, après, il y aura tout ce qui va être lié au théâtre, mais ça, c'est ce que l'auteur veut me transmettre à travers sa pièce. Donc là, j'ai trouvé un petit peu le fond, et maintenant, ça va être tout à fait facile, très facile, de trouver une problématique. Est-ce que tu as une idée de problématique avec tous les enjeux qu'on vient de trouver là? On avait dit que pour faire une bonne problématique, il faut et se servir du fond et se servir de la forme. Donc la forme, c'est quoi? Mm. On est sur une pièce de théâtre, ok? Et le fond, c'est tout ce qu'on vient de citer. Donc moi, je peux te proposer une problématique. Dans quelle mesure? C'est toujours mieux de commencer par dans quelle mesure critique-t-il l'injustice sociale et l'oppression des femmes à travers le réquisitoire de Marceline. Ok. Simplement. Ok? Ok. Donc tu vois, c'est pas bien compliqué. Si tu suis la méthodologie dans le bon ordre, normalement tu ne devrais pas avoir de difficultés. Donc même si tu connais pas l'œuvre, c'est pas grave. On n'a pas tous une connaissance littéraire parfaite. Et de toute façon, l'œuvre qui sera proposée aux commentaires composés, bon ici c'est une analyse linéaire, mais pour le commentaire composé, ça sera forcément une œuvre inconnue. Donc toujours regarder la date et qui a écrit. Et déjà, ça peut nous dire énormément de choses. Donc là, tu as vu qu'en regardant la date, on savait déjà à peu près à quelle époque on se situait et quels étaient les enjeux. Et ensuite, on va relire notre texte en étant éclairé et en étant plus à même de comprendre, finalement. D'accord? Ok. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a fait notre problématique et qu'elle est très très bien, enfin plutôt bien, en tout cas elle répond aux attentes du jury, on va tout simplement essayer de trouver les mouvements. Sauf si tu les as déjà trouvés enfin, dans ta relecture. Non, pas encore. Non? Je te laisse un petit peu de temps pour essayer de trouver les mouvements avant que je passe à la correction. Comme ça, c'est une correction plus personnalisée.
Mm. Ok, Raphaël. Alors, là, je pense que pour que ce soit beaucoup plus pertinent, tu m'entends? Mhm. Nickel. Pour que ce soit plus pertinent, je pense que tu vas préparer l'introduction, ok? Comme je t'ai Ok, fait à l'oral, tu vas la préparer, tu vas la mettre en forme, tu vas juste reprendre les éléments que je t'ai donnés à l'oral, tu vas reprendre la problématique, ensuite, bon, bah, les mouvements, tu les trouves, quoi, et ça vient venir faire office d'annonce de plan, ok? ok, Et ensuite, tu vas préparer une conclusion. Et une fois que tu as fait ça, que tu as bien préparé ton introduction, bien ta conclusion, bah, à ce moment-là, tu viens vers moi, tu passes un petit peu à l'oral, je t'écoute sur ton intro, ta conclusion, et ensuite on fera l'analyse ensemble. Ok? ok. Ça te va? Vas-y. Ok. Comme D'accord. ça te fait un entraînement pour l'oral blanc. Ok, d'accord. Est-ce que tu as des questions? Non. Ok.
Excusez-moi, quelle était la problématique? Oui, pardon, la problématique. Alors, on l'avait mise ici. Dans quelle mesure Beaumarchais critique-t-il l'injustice sociale et D'accord, l'oppression des merci. femmes à travers vos histoires? Évidemment, ça c'est ma problématique. Si ça te convient pas ou si tu veux un petit peu la changer pour que ça corresponde mieux au mouvement que tu as trouvé, tu peux évidemment la transformer. Mais l'optique, ça Ok. serait toujours de garder les enjeux là, donc le fond, et de garder la forme. Mais évidemment que tu peux la transformer pour que ça convienne au mieux à ce que toi tu as prévu de faire. D'accord, ok, merci. Je t'en prie.
Je pense que c'est bon. Ah, Vas-y, dis-moi. Alors, là, l'objectif, ça serait que tu me fasses une introduction comme si tu étais le jour de l'oral et la conclusion. Vas-y, je t'en prie. mais l'introduction, il faut présenter l'auteur aussi, non? Ouais, c'est ça. Alors, une bonne introduction, tiens, je t'avais mis la méthodologie dans un des précédents diaporamas. J'avais mis la méthodologie au complet. Il y a une amorce, la contextualisation de l'œuvre, donc l'auteur, le mouvement littéraire, etc., l'œuvre en elle-même. Ensuite, il y a la présentation de l'extrait étudié, donc du coup l'extrait qu'on avait sous les yeux juste avant. Et ensuite, on doit dire en gros les enjeux de l'extrait, pourquoi c'est important de s'intéresser à cet extrait-là. On donne la problématique et ensuite on vient faire une annonce de plan. Ok. Vas-y, je t'écoute. Donc, Beaumarchais est un dramaturge, écrivain et homme d'affaires français, figure emblématique du siècle des Lumières. Issu d'une famille modeste, il se distingue rapidement par son esprit vif et son ambition, devenant horloger, musicien, puis courtisan. Célèbre pour sa trilogie théâtrale Le Barbier de Séville, Le mariage de Figaro et La mère coupable, Beaumarchais s'impose comme un auteur engagé, critiquant avec audace les privilèges de l'Ancien Régime et les injustices sociales. Son œuvre la plus célèbre, Le mariage de Figaro en 1784, est une satire virulente de la noblesse, du pouvoir arbitraire et des droits des femmes à ce moment-là, annonçant les idéaux révolutionnaires. L'extrait étudié est tiré du mariage de Figaro, l'acte 3, scène 16. Cette scène marque un moment clé de la pièce où Marceline, jusque-là perçue comme une simple intrigante, révèle une facette bien plus profonde et engagée de sa personnalité. Après avoir longtemps cherché à épouser Figaro, elle découvre qu'il est en réalité son fils. Cette révélation entraîne un basculement du personnage qui, dans un réquisitoire poignant, dénonce avec force l'oppression des femmes et les injustices sociales. Marceline met en lumière l'hypocrisie des hommes de pouvoir qui exploitent les femmes tout en les méprisant. Elle critique et examine l'absence d'opportunités pour elles, les laissant sans ressources et à la merci des hommes. Bon. Nous verrons donc dans ce texte comment Beaumarchais, nous verrons donc dans ce texte comment Marceline dénonce l'injustice sociale et l'oppression des femmes dans un monde dominé par les hommes, Mhm. mais aussi la domination masculine et les obstacles imposés aux femmes. Ça, mais il y a également une critique de l'ordre établi, et Beaumarchais attaque les privilèges et l'hypocrisie des puissances de cette époque. Enfin, il s'agit d'un véritable plaidoyer en faveur des femmes, où Marceline réclame une reconnaissance de leur dignité et de leurs droits, annonçant ainsi les futurs débats sur l'égalité des sexes. Voici pour l'introduction. J'ai pas dit la... Et nous aurons comme problématique, dans quelle mesure Beaumarchais critique-t-il l'injustice sociale et l'oppression des femmes à travers le réquisitoire de Marceline? Conclusion. À travers cette scène, Beaumarchais met en lumière les injustices sociales et la condition féminine avec une virulence qui témoigne d'un esprit résolument moderne. Marceline incarne la voix de toutes ces femmes opprimées, privées de liberté et de reconnaissance dans une société patriarcale. En critiquant les privilèges et l'arbitraire du pouvoir, Beaumarchais ne se contente pas de dénoncer une situation spécifique, mais appelle à une remise en question plus large des rapports de force sociaux. Ainsi, le mariage de Figaro s'impose comme une œuvre engagée annonçant les revendications révolutionnaires et les prémices du combat féministe qui marquera les siècles suivants. Voilà. Très bien. Alors là, c'était très bien. Pour l'introduction, j'ai quelques points à revoir. Juste l'annonce des mouvements.
intervient après la problématique. D'accord, ok. Ok? Donc, je changerai. Ok. Non, ça change rien au niveau du fond, c'est Non, plus. je veux dire, je changerai je changerai de. Voilà, c'est juste un petit point Voilà. méthodo. C'est en fait les mouvements, c'est comme ton annonce de plan, c'est comme tu vas venir annoncer tes parties. Donc c'est juste après la problématique, c'est ce qui va venir répondre à la problématique. L'annonce des mouvements, c'est très bien. Donc enfin, j'ai pas vu ta découpe, mais je vois à peu près là où ça se situe dans le texte. J'ai réussi un petit peu à voir la découpe que tu avais faite, donc c'est une bonne découpe. Concernant l'introduction, alors, ça serait bien de faire une amorce, donc qui commencerait soit par une citation, soit par une vérité générale. Mhm. Pour ce qui est de la présentation de l'auteur, ça sert pas forcément de faire une biographie aussi détaillée, mais oui, D'accord. pour la seconde partie où tu présentais l'auteur, plus dans ses combats, etc., ses idées, ça c'était vraiment très pertinent, très judicieux. Ensuite, pour l'œuvre, le fait que tu aies replacé l'œuvre dans la trilogie, ça c'est très bien aussi. Dire que c'est la plus connue de Beaumarchais, etc. Non, en fait, c'est juste, il y avait quelques éléments en trop au niveau de l'auteur, mais tout le reste était très bien amené et très cohérent par rapport à l'extrait qu'on étudie. Donc c'est bon, je suis d'accord. Pour la conclusion, pareil, juste, il faut penser à faire une ouverture. Je sais pas si on vous en a parlé en classe. Mhm. Ah oui. Voilà, juste soit relié à une autre œuvre, à un autre auteur avec un lien apparent, ou alors, si t'aimes pas trop, parce que bon, la littérature, c'est pas trop ton truc, tu peux aussi ouvrir sur une autre problématique. Voilà, sur un sujet d'actualité. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, dans l'ensemble, c'était très correct. Ok. Alors, du coup, pour qu'on soit clair au niveau de la découpe des mouvements, il fallait en effet voir au début que Marceline, du coup, reconnaît un petit peu ses erreurs et elle va exprimer la difficulté euh, d'expier ses fautes dans une société impitoyable. Donc là, on a une confession assez douloureuse de Marceline. Donc j'ai juste écrit tes mouvements. Alors, donc mouvement 1. Tu me dis si tu aurais fait pareil, mais ça serait à peu près ça. Ligne 1, 5. Confession de Marceline. Ensuite, on a, du coup, ça c'est le mouvement premier. Le mouvement de ligne 6 à 10. Donc là, c'est plus là qui est le réquisitoire autour de l'injustice. Donc là, elle dénonce l'hypocrisie sociale qui condamne les femmes beaucoup plus sévèrement que les hommes. Mhm. On a un mouvement 3. Après ça, c'est propre à chacun. Tout dépendra de comment tu viendras le justifier dans ton développement, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'important, c'est que ça reste cohérent vis-à-vis du texte et que tu sois capable de le justifier. Voilà, donc ensuite, il y a la critique des inégalités de genre qui est introduite par le réquisitoire qui vient se placer en amont. Tout simplement, Marceline vient accuser les hommes d'exploiter et de mépriser les femmes tout en leur imposant des contraintes relativement injustes. Et on a un quatrième mouvement, à mon sens, ligne 16 à la fin. Tout simplement, une indignation exacerbée. Donc là, tout simplement, Marceline va élargir son discours à toute la société et elle va dénoncer la condition féminine, donc à tous les niveaux sociaux. Ok. Maintenant, concernant un peu plus l'analyse, etc. Donc là, on va reprendre le texte.
Des fautes si connues, point d'exclamation, une jeunesse déplorable. Alors, ici, qu'est-ce que tu remarques comme procédé littéraire? Est-ce que tu as remarqué des procédés littéraires sur la première ligne? Non. Non? Alors, ici, on observe déjà des exclamations. Donc, Oui, voilà, j'ai vu juste les exclamations, mais c'est tout ce que j'ai vu. ouais, et qu'est-ce que ça montre, les points d'exclamation? Qu'il est en colère? Ouais, ça montre l'indignation de Bartholo, la rigidité du regard social porté sur les femmes. Ici, il est indigné, d'accord? Ok. On a aussi le champ lexical du blâme, faute déplorable. Donc ça exprime un jugement assez sévère sur le passé de Marceline. Donc champ lexical du blâme autour des fautes et déplorable. Ensuite, on a Marceline. Alors, s'échauffant par degré. S'échauffant par degré, est-ce que tu as compris cette didascalie Bah, montant, non. Peut-être monter de plus en plus dans la colère, ouais. dans la colère? Ouais, c'est ça, hein. Ah, ok. Simplement ça, elle va monter dans les grades au fur et à mesure de ses paroles, en réalité. Faut vraiment l'imaginer parce que ça a pour vocation à être joué après. Du coup, s'échauffant dans les degrés, par degré, pardon, on a une didascalie ici qui indique la montée en intensité de son discours, donc avec un engagement croissant. Au début, elle commence tranquille et à la fin, ce sera vraiment un discours très engagé, très dénonciateur. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, déplorable, et plus qu'on ne croit, je n'entends pas nier mes fautes, ce jour les a trop bien prouvées. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Bah, ici, elle avoue qu'elle a fait un enfant avant le mariage et que bah, ce jour-là, bah, ça les a trop bien prouvés. C'est-à-dire que bah, elle va pas nier qu'elle a fait un enfant parce que bah, on a trouvé la preuve dans ce jour-là. Hmm. Ici, on a une antithèse entre l'aveu et la critique. Donc, elle avoue du coup, mais en même temps, il y a une critique de la rigidité et du jugement de la société. Donc, elle est à la fois dans l'aveu, mais à la fois dans la critique. Elle n'est pas en position de faiblesse, malgré le fait qu'elle soit dans l'aveu. Elle est dans une position de force, comme on le voit avec les phrases à l'exclamative. Donc tout simplement, Marceline reconnaît ses fautes, mais elle va profiter de cette reconnaissance-là pour souligner l'injustice du traitement qui lui est réservé. Voilà. Mm. Donc elle va accentuer la fatalité de sa décision et le poids du jugement social. Ensuite, on continue, mais qu'il est dur de les expier après 30 ans d'une vie modeste. Encore une fois, exclamation. Donc ça marque une plainte ici, un sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice est retrouvé dans l'expression vie modeste. On a également une hyperbole temporelle, 30 ans. Donc ça insiste sur la sévérité d'une faute qui la suit toute sa vie et qui probablement va la suivre encore. En tout cas, c'est toute sa vie qui va être impactée de cette faute-là. Elle n'a pas de délimitation très précise dans le temps. Bon, voilà. En tout cas, c'est extrêmement large. En plus de ça, la phrase commence par une conjonction de coordination, à savoir mais, tout simplement pour accentuer le fait que ce soit très négatif.
Ici, on a pratiquement une plainte d'injustice. Hmm. J'étais née, moi, pour être sage. Alors, j'étais née, moi, pour être sage, et je le suis devenue si tôt qu'on m'a permis d'user de ma raison. Alors, ici, on a finalement comme un chemin qui nous est dessiné avec cette opposition entre né et devenu. Donc, ça souligne que son destin n'était pas écrit, mais qu'elle en a subi des influences. Hmm. Ok. Donc, en gros, elle est née, comme elle l'a dit, sage, elle est née honnête, elle est née pleine de vertus, ok? Mais qu'elle Ok. est devenue, bah, du coup, l'au- l'auteur de ses propres fautes, tout simplement en raison de la société. Donc c'est la société, c'est le destin qui a eu des influences sur elle et qui lui a fait changer de personnalité. Ok. Ensuite, on m'a permis, donc tout simplement, on m'a permis, on est ici à une voix passive, et cette voix passive indique qu'elle a subi, entre autres, son destin. Et ça va indiquer que les femmes ne sont pas libres de choisir leur propre conduite. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que je passe un peu vite ou ça va? Non, c'est bon, ça va. Ça va? Ensuite, on a... Je suis ici. Mais dans l'âge des illusions, de l'inexpérience et des besoins, où les séducteurs nous assiègent, pendant que la misère nous poignarde, que peut opposer un enfant à tant d'ennemis rassemblés? Tel nous juge ici sévèrement, que peut-être en sa vie a perdu 10 infortunés. Bon. Ici, on a une énumération, déjà une énumération, une accumulation, c'est comme tu veux, Mhm. avec illusion, inexpérience et besoin. Qu'est-ce que elle décrit pour toi, cette, comment on appelle, cette figure de style-là, cette énumération? Bah, que, elle peut pas, bah, elle peut pas faire autrement. Enfin, Mhm. Ouais, pourquoi elle peut pas faire autrement? Tout simplement, ça montre en réalité la faiblesse d'une jeune femme dans une société dominée par les hommes. Elle n'a pas pu faire autrement. Pourquoi? Parce que c'était une toute jeune fille à l'époque. Ok. hmm. Or, la Ok. société est dominée par les hommes. Donc finalement, si tu veux, elle n'a pas eu de prise de décision. Comme elle dit, elle manquait d'expérience. C'était une jeune femme, presque une enfant à la limite. Ok. Ensuite, on a une métaphore avec le verbe assiéger. Enfin, les séducteurs nous assiègent. Si on a une métaphore, on en a une autre. Misère nous poignarde. Ici, ça fait des hommes, des ennemis, un petit peu comme guerriers, comme ça. Un petit peu qu'il y aurait une guerre entre les hommes et les femmes. Que les hommes seraient des ennemis guerriers avec assiège, poignarde. Et ça présente la condition féminine comme une bataille perpétuelle contre les hommes. Une bataille qui du coup serait perdue d'avance. Donc on a tout le champ lexical de la bataille avec de nombreuses métaphores. Oui, ok. Je vois. Ensuite, on a ennemis rassemblés. Du coup, on a un point d'interrogation. Et ici, c'est une question rhétorique. Est-ce que tu peux me définir la question rhétorique?
C'est une question auquel tu donnes la réponse? Voilà, exactement. C'est une question à laquelle tu n'as pas la réponse. En tout cas, c'est une question qui n'attend pas du tout de réponse. Et pourquoi avoir mis une question rhétorique ici? Bah, pour accentuer l'incrédulité de pas ça, bah, il ne savait pas, donc elle peut pas avoir de réponse, non? Exactement, c'est ça. Ça accentue l'impuissance des femmes. Ok. Voilà, exactement. Tel nous juge ici sévèrement, qui peut-être en sa vie a perdu 10 infortunés. Ici, on dénonce l'hypocrisie des hommes qui condamnent un petit peu les femmes. Tel nous juge. En réalité, ici, elle fait une opposition entre les hommes qu'elle qualifiait de coupables dans les propos précédents, et ici, elle les met en juge. Tout simplement, il y a une opposition entre juge et coupable, et ça vient dénoncer euh, l'hypocrisie des hommes qui condamnent des femmes qu'ils ont eux-mêmes corrompues. Voilà. Ok. Ensuite, alors, Figaro. Les plus coupables sont les moins généreux, c'est la règle. Bon, ici, on a une réplique qui prend la forme un petit peu de maxime générale, voilà, comme de parole générale, maxime, quoi. Donc Figaro, ici, va dénoncer l'injustice sociale. Il va résumer tous les propos de Marceline en une seule phrase, qui dénonce cette injustice-là et le fait que ceux qui jugent très sévèrement sont souvent ceux qui ont fauté. Et souvent, les gens qui font le plus d'erreurs, d'ailleurs, c'est les gens après qui sont intransigeants avec les autres. Et c'est ce qu'est en train de nous dire Figaro ici. Et sa voix prend un petit peu la place d'une tournure très très généralisée, comme une Ok. vérité au fond. Donc il faut bien comprendre le rôle de chacun. On a Marceline qui monte un petit peu dans les tours, qui montre son indignation, et tout son réquisitoire est entrecoupé d'interventions de Figaro qui va résumer tout le discours de Marceline, toujours sous la forme d'une maxime qui pourra être prise comme une vérité générale. Voilà. Marceline, on a une didascalie vivement, bon, donc toujours très, très engagée. Homme plus qu'ingrat, qui flétrissait par le mépris les jouets de vos passions victimes, ou vos victimes. Donc ici, on a directement une apostrophe directe qui s'adresse aux hommes. Donc on a une attaque très frontale avec un registre polémique. Ici, elle les interpelle, elle montre qu'elle s'adresse à eux. Ensuite, on a une antithèse entre victime et jouet. Ça dénonce le double statut des femmes, qui sont des objets de plaisir et après qui sont rejetés. Ok. Tu as des questions par rapport à cette analyse? Non, c'est bon. C'est bon, c'est clair? En tout cas, garde en tête que ce que tu as fait pour l'introduction et ce que tu as fait pour la conclusion, c'est vraiment très bon. Maintenant, pour l'analyse, on l'a toujours fait ensemble. Donc, essaye parfois de reprendre les textes comme ça, de regarder des éléments, d'essayer de voir ce qui peut être interprété, ce qui est exploitable. Ok. Toujours au regard de la problématique. D'accord, ok. Ok, très bien. Alors, je t'envoie le diaporama sur WhatsApp et je te souhaite de passer une très belle journée. Bah, eh bien, merci vous aussi. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.